Salut Stéphane, dans cet épisode on va parler de la lumière et des 8 fonctions principales connues et on va se rendre compte aussi grâce à une étude japonaise dont tu vas nous parler qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'invisible qu'on ne voit absolument pas et qu'on a accès à que un tout petit peu du spectre et c'est ça que tu vas un peu nous développer dans cet épisode. Déjà, je voudrais, pour entamer, peut-être évoquer un chiffre qui, moi, m'a interpellé. Quel chiffre de la place qu'occupe la lumière visible. Alors, quand on dit lumière visible, c'est-à-dire la réalité qui nous apparaît. C'est ça, la lumière visible. OK ? La place qu'occupe la lumière visible aujourd'hui dans l'ensemble de la lumière disponible, c'est-à-dire le rapport entre lumière visible et lumière invisible, finalement, hein. Le rapport est de... alors écoutez bien, je vais essayer de le faire en temps réel pour que vous preniez conscience de quand même ce que ça représente. La lumière visible aujourd'hui dans le spectre total, c'est 0,00000000004%. C'est-à-dire qu'il y a 12 zéros après la virgule. Je sais pas si vous imaginez quand même avant de mettre un 4. Et ça, aujourd'hui, donc la lumière visible, ça veut dire tout ce qui concerne la biologie, tout ce qui concerne les mouvements biomécaniques, je parle du corps là, de l'être humain, hein, tout ce qui concerne la neurologie, et en même temps un peu la physique quantique, parce qu'elle a un peu, excusez-moi l'expression, le cul entre deux chaises, puisqu'elle s'intéresse à la fois aux corpuscules que sont les particules, électrons, etc. Et elle s'intéresse aussi aux ondes. Donc elle a un peu le cul entre deux chaises. Donc la physique quantique est aussi, en tout cas les processus quantiques de l'être humain sont concernés. Et nous, en fait, on passe notre temps à étudier 0,120 et 4%. Alors nous, notre passion, parce qu'on s'est dit, mais en fait, alors déjà première chose, ça n'occupe qu'une partie dérisoire de ce que nous sommes, d'accord ? Et puis deuxièmement, puisque nous sommes essentiellement conscience, or tout ce qu'on est en train de dire, le spectre de la lumière totale, c'est toute la conscience, tout le champ de conscience, hein. Le champ de conscience, c'est à la fois de la matière et de la lumière. C'est-à-dire la façon qu'a le champ de conscience de se manifester, c'est la lumière. Donc vous avez compris, la lumière, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas 0,00 et tout ce que je viens d'énoncer. Et la matière, c'est ce que je viens d'énoncer, c'est le chiffre que je viens d'énoncer, puisque c'est ce qui nous apparaît, c'est ce qu'on appelle la matière. Donc le champ de conscience, c'est cette totalité. Et nous, on passe notre temps à étudier ces 0,0 ainsi de suite, etc., 4%. Et là, on s'est dit, mais en fait, c'est dérisoire, et en plus, c'est une illusion. Alors pourquoi passer autant de temps à étudier quelque chose qui n'est pas réel ? Voyez ? Parce que en fait, ce qui est réel, c'est ce qui est ce qui n'est pas cité là. C'est ce que j'ai pas calculé le chiffre, mais c'est, on va dire 99,9999. Et puis au bout vous aurez 6 à la place du 4, etc. Bref, vous avez compris. Ce qui reste de la lumière donc invisible. Et nous, notre passion, c'est vraiment d'étudier ces rouages de la lumière invisible et quelle influence elle a aujourd'hui sur nos vies visibles. Hein. Et ça, c'est passionnant parce que c'est infini. On a aujourd'hui, nous on propose des ateliers quasiment chaque semaine, où évidemment c'est très perturbant puisque la lumière visible ne s'exprime pas, invisible ne s'exprime pas de la même façon que la lumière visible, avec des processus qui sont linéaires, qui vont d'un point A à un point B. On dit une phrase qui est compréhensible avec un sujet, un verbe, un complément. Le langage de cette lumière invisible n'est pas le même. On aura sûrement l'occasion de proposer une vidéo là-dessus dans quelques temps. Bref. Donc, on va voir aujourd'hui, je me souviens plus de ta question, mais je pense que je vais y répondre, quels sont les 8, en tout cas connus, parce qu'il y en a sûrement beaucoup d'autres, hein, fonctions de la lumière invisible. Et tu parlais d'une étude japonaise, ça me revient maintenant, mais ce ne sont pas les premiers à avoir parlé justement de ce rayonnement, on va dire photonique, parce que quand on parle de lumière, aujourd'hui, ce sont essentiellement des photons et des neutrinos. Il y en a d'autres, évidemment, hein, des particules qui sont plutôt associées à la lumière, mais les plus connus sont les photons. Hein, voilà. Et nous, ce qui nous intéresse, ce sont surtout les photons infrarouges. Là, je vais parler essentiellement des photons infrarouges aujourd'hui,
parce qu'on sait, via les études de l'ingénieur américain Gerald Pollack dans le début des années 2000, avec une publication en 2008, que cette lumière infrarouge, aujourd'hui, c'est celle qui permet à la matière d'être vivante. Pas rien. Hein. Et la question qu'on va se poser durant cette vidéo, c'est est-ce que cette lumière invisible, notamment et essentiellement infrarouge, est-ce qu'elle est intelligente? Et même au-delà, parce qu'il n'y a pas d'intelligence sans conscience, puisque tout apparaît dans un champ de conscience, c'est-à-dire que l'intelligence apparaît dans un champ de conscience. Est-ce que cette lumière est consciente? Là, on est en train de taper fort dans le courant mainstream de la physique, puisqu'aujourd'hui, la physique n'intègre pas la conscience dans ses équations. Mais ça commence timidement à changer. Donc on voit qu'il y a quand même une orientation, notamment via un article dont j'ai déjà parlé, de Maria Stromeux, qui est sorti il y a quelque temps et qui parle d'un champ de conscience global dans lequel tout apparaît. Hein. C'est un article scientifique, c'est pas un article ésotérique. Hein. Et c'est pas la seule à en parler. On a, je dirais, des physiciens qui sont de plus en plus en visibilité. Je pense à Philippe Guillemont, je pense à Nassim Haramein et d'autres. Alors, la lumière invisible. Donc cette lumière, est-ce qu'elle est intelligente? On sait depuis les années 70-80, via les travaux d'un biophysicien allemand qui est décédé en 2016 et qui s'appelle Fritz Albert Popp, on sait en fait que la matière vivante émet un champ lumineux, bioluminescent, comme il l'a appelé, hein, photonique, qu'il a mesuré avec des appareils, un appareil capable de mesurer la lumière à plus de 15 km à la ronde. Je ne sais pas si vous imaginez la sensibilité de l'appareil, ouais, rien que ça. Hein. Alors, vous avez un ouvrage là-dessus qui est plutôt théorique et scientifique et en même temps qui est expérimental parce qu'il a procédé à beaucoup d'études, notamment des études qui étaient passionnantes sur le taux de lumière dans les aliments, par exemple. Intéressant. Hein, des aliments qui seraient cuits, qui seraient crus, qui seraient élevés ou cultivés suivant un mode d'agriculture lambda avec pesticides, sans, etc. Enfin, il a procédé à de nombreuses études. C'était vraiment passionnant. Ça a été repris par d'autres laboratoires. Je pense à une conférence à laquelle j'avais assisté d'une naturopathe qui est Marion Kaplan, qui parlait justement de ces études, qui mettaient en évidence qu'en fait, là je parle un peu d'alimentation, mais ça fait partie aussi du sujet d'aujourd'hui finalement, que par exemple, que dans une alimentation qui est élevée en pleine nature, cultivée en pleine nature, et qui captent des infrarouges qui sont ceux du soleil, eh bien, on sait aujourd'hui que c'est ce qui permet à la plante ou à l'animal de se développer. On va voir ça dans quelques instants. Ça veut dire qu'une alimentation industrielle aujourd'hui est complètement dépourvue de lumière, par exemple. Hein, et que vous allez comprendre dans quelques instants, lorsque je vais évoquer les fonctions, que vivre à partir de lumière est absolument capital pour l'être humain, puisqu'en fait, s'il est dépourvu de lumière, comme l'a montré Fritz Albert Popp, eh bien, il cesse de vivre. Hein. Il a procédé à ces études, alors je crois que c'était plutôt dans les années 90, où il met en évidence lors d'une mort physique un jet de biophotons, parce qu'il a appelé ça des biophotons, hein, un jet de biophotons ultime, et après plus rien. Ce qui mettait aussi en évidence, et je le dis, on aura peut-être l'occasion aussi d'en reparler durant une vidéo sur les maladies, le fait que on émet beaucoup plus de lumière, paradoxalement, quand on est malade. On verra sur le sujet des maladies pourquoi. Hein. Donc, Fritz Albert Popp a été vraiment pionnier là-dessus. Et donc, il a mis en évidence que nous émettons et ensuite, on l'a vu avec les travaux de Gerald Pollack, nous absorbons aussi de la lumière. On va en reparler sous forme de photons infrarouges. Et cette lumière a plusieurs fonctions. Là aujourd'hui, moi j'en ai à peu près identifié 8. On va les évoquer aujourd'hui. Ça c'est clair, je pense. Alors. Les particules de photoniques sont des particules qui ne sont pas limitées par l'espace et le temps. C'est la particularité. Alors que les électrons sont dans une localisation
les protons, les neutrons, ce qui donne la matière localisée dans l'espace et dans le temps. Hein. Les photons, ils sont partout, sans localisation spatiale et temporelle. C'est ça qui est un peu particulier. Alors, ces photons, ils ont plusieurs fonctions. Alors là, ça demande une ouverture d'esprit parce qu'aujourd'hui, on est dans un modèle qui ne voit la vie que dans ses contours corporels. Moi, je vais vous parler de la lumière dans laquelle on baigne ou dans laquelle on baigne et qui aujourd'hui donne la vie à ce corps. C'est pas rien quand même ce qu'on est en train de se dire. Donc la première chose, et ça a été mis en évidence avec les travaux de Gerald Pollack dans le début des années 2000, la lumière invisible, donc là essentiellement infrarouge, eh bien elle donne l'énergie au corps. Et elle le fait d'une manière particulière. Alors ça se situe surtout dans ce qu'on appelle, je sais pas si vous avez des notions un peu d'anatomie et de biologie, dans les mitochondries, qui sont des usines à énergie ATP au sein des cellules. Hein. Bon, c'est connu la plupart des scientifiques, forcément. Hein, c'est moins connu peut-être du grand public. Donc, ce sont des usines à création, je dirais, d'énergie, mais elles ne sont capables de le faire que parce qu'elles sont constituées d'eau, d'abord, à 99% en quantité de molécules, et que cette eau, dans un certain état dont on a déjà parlé, qui est le 4e état de l'eau, qui est un état très cohérent, très ordonné, eh bien cet état est capable d'absorber de la lumière, mais il ne va créer de l'énergie que parce que cette eau qui est cohérente, le 4e état de l'eau, est associée à une eau constituée de déchets. C'est ça le paradoxe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la lumière ne peut créer de l'énergie dans notre corps que si elle est comment associée à une part de un peu de pollution. C'est ça le paradoxe. Et ça veut dire que très très tôt, on voit ça dans l'embryon. L'embryon va se nourrir de la nourriture de la maman. Hein. Donc il va commencer à constituer des déchets. Et quand on associe une eau cohérente, ordonnée, avec une eau qui est chargée de déchets, eh bien ça constitue notre batterie. C'est-à-dire quand vous avez comment on pourrait dire ça, une ampoule, vous avez deux polarités, une plus et une moins. L'eau cohérente, c'est la polarité négative, et l'eau constituée de déchets, en anglais on appelle ça le bulk, c'est la polarité positive. Et si vous connectez deux broches à chacune des polarités, c'est ce qu'a fait Gerald Pollack, eh bien, donc de cette eau, hein, ce double visage de l'eau, eh bien, vous obtenez de l'énergie qui allume une ampoule. Donc on sait que l'énergie de notre corps dépend de cette lumière couplée au liquide dans un double visage, si je puis dire. Hein. Une eau, on va dire, claire, limpide, propre, ordonnée, et une eau constituée de déchets. C'est un peu un peu, je dirais, la dualité classique ombre-lumière hein, qu'on retrouve. Donc, ça donne de l'énergie à notre corps et Fritz Albert Popp a mis en évidence que lorsque les photons quittent les cellules, eh bien, notre corps est coupé de la vie instantanément. Hein, c'est pas rien quand même. Première fonction. Deuxième fonction, les photons, alors ça demande une ouverture d'esprit, informent la matière vivante de ce qu'elle a à faire. Ça veut dire que le cœur sait ce qu'il a à faire, se comporter comme un cœur. Les poumons comme des poumons, le foie comme un foie, les intestins, etc., comme des intestins. Tous nos organes, toutes nos cellules savent véritablement ce qu'elles ont à faire en fonction d'instructions qu'elles reçoivent, comme un ordre. Mais une information intelligente. Une information intelligente qui va être capable, dans chacun des organes, de dire à la cellule, toi tu es dans le poumon, donc tu dois te comporter comme une cellule du poumon. Ça fait partie de l'ordre qui est donné par la lumière. Donc, cette lumière, elle va dire, tu dois faire ceci et tu dois faire comme cela. Ce qui va nous donner des liens avec la maladie notamment, qui est une rupture avec cet ordre. Hein, et on verra dans la vidéo sur la maladie pourquoi.
Donc ça, c'est capital, parce qu'on sait aujourd'hui que si on est coupé de cette lumière, notamment essentiellement la lumière infrarouge, nos organes, ils savent plus ce qu'ils ont à faire. Et d'ailleurs, ça a été vu dans certaines études où, par exemple, vous avez soit des géologues, soit des spéléologues qui ont passé du temps sous terre, et à un moment, ils perdent le lien. Donc avec cette lumière en quantité suffisante pour donner l'ordre à nos cellules, et ils commencent à avoir des cycles qu'on peut dire circadiens. Je sais pas si vous avez des notions un petit peu d'anatomie. On va dire des cycles internes qui commencent à se déréguler, c'est-à-dire qu'on va plus être relié à des cycles de 24 heures par exemple, mais à des cycles de 26 ou 27 heures. Hein. Et on sait aussi que quand on se coupe de ces champs qui nous donnent effectivement l'accès à cette lumière, ces champs photoniques, qu'on se met par exemple dans des cages de Faraday pendant un certain temps, eh bien on commence à avoir des cycles biologiques qui commencent à se déréguler assez rapidement. Hein. Dans l'espace, on l'a vu aussi. On voit que les spationautes ont besoin aujourd'hui d'avoir une assistance parce qu'ils sont coupés de ces champs, notamment le champ magnétique terrestre. Hein. Donc la deuxième fonction, c'est donner l'information à l'organe de ce qu'il a à faire. Troisième fonction, mes doigts ont du mal à suivre le troisième fonction, la lumière invisible va donner en fait la forme au corps. Et ça, on le voit assez vite au niveau de l'embryon. Et là, vous allez voir les travaux de Vincent Fleury, qui est un biophysicien français, qui est assez rare dans le domaine, puisqu'il lui, il a étudié l'embryologie, non pas à partir de la biologie ou de la biomécanique ou de la neurologie, mais il a étudié l'embryologie, donc l'embryon, le développement de l'embryon, à partir de la physique. Pas rien. La biophysique, on va appeler ça. Hein. Il met en évidence que dans l'embryon, en fait, donc c'est un œuf, hein, c'est une sphère à l'origine, eh bien, on a un centre, qui est le futur anus, qui joue un peu comme un siphon, hein, comme une absorption, qui va absorber en fait de la lumière via des champs électromagnétiques, 4, hein, 4 dans l'embryon, 2 supérieurs, 2 inférieurs, qui entourent cet anus, et que justement la lumière va être absorbée par cette forme de siphon, qui va donner du mouvement, on le verra tout à l'heure, au liquide. Et ce liquide qui va absorber petit à petit via les échanges avec la mer de la nourriture, donc va constituer des déchets, va commencer à créer de la matière vivante par des plis, en fait. Hein. Quand vous regardez un océan, vous voyez, il y a des plis à la surface. Hein, on appelle ça des vagues. Voilà. Ça va commencer à créer des plis, et ces plis vont donner le mouvement finalement à la matière vivante et aux déchets pour constituer les formes supérieures, le cerveau notamment, le tronc et les membres inférieurs, etc. C'est passionnant. Hein. Et ça, cette lumière va le faire de manière particulière parce qu'elle va le faire de manière spiralée, c'est-à-dire cinétique. Cinétique, c'est un mouvement qui tourne sur lui-même. Et on en a des vestiges. Je suis en train de regarder ton crâne là, en même temps. On le voit surtout chez les enfants. On a des belles images à vous montrer là-dessus. On montre ça souvent dans les conférences et les ateliers, où on voit l'implantation des cheveux et la spirale, justement le vestige du travail des liquides qui se sont inspirés de quoi? Du champ dans lequel on vit, de champ d'information dans lequel on vit, qui est constitué essentiellement de lumière. Et cette lumière, en fait, eh bien, elle tourne autour de son axe. Toutes les particules ont un spin. Hein. Alors le spin peut être changeant suivant les particules, mais globalement, elles ont tout un spin. Et ce spin, en fait, il tourne sur lui-même. Donc c'est une rotation de la cellule de la particule sur elle-même, qui va donner finalement un champ qui est en mouvement sans cesse, en rotation sur lui-même, et en anglais, on appelait ça un spin. Voilà, rotation sur lui-même ou sur elle-même. Et ce spin, en fait, on le retrouve dans le mouvement des liquides. Pourquoi? Parce que le liquide absorbe la lumière, donc il prend la forme de la lumière. Donc on voit ça partout, si on regarde bien, vous avez ça, effectivement, on le voit ça au niveau de l'implantation des cheveux, on voit ça au niveau des mouvements circulaires quand vous regardez un œil de plus près, vous l'avez dans l'oreille interne, je ne sais pas si vous connaissez la cochlée, hein, mais si vous vous êtes intéressé à cela, vous savez que c'est comme un espèce de tire-bouchon à l'intérieur.
Vous avez ça aussi au niveau des méandres du cerveau. Hein. On voit bien qu'on retrouve le mouvement naturel de l'eau, des rivières, etc. avec ce mouvement ondulatoire. On le retrouve au niveau de la forme de l'intestin, hein, si vous êtes intéressé. Hein. On retrouve ça au niveau des empreintes digitales. Si vous regardez bien de plus près, vous allez voir des cercles dans des cercles. Ok. On retrouve ça au niveau du débit sanguin, qui est un débit cinétique, qui permet d'envoyer le sang jusqu'à la périphérie du corps, donc les mains, vont constituer notamment les capillaires. On retrouve ça aussi, j'ai sûrement oublié des choses, mais on retrouve ça aussi au niveau de la molécule de collagène, qui est la molécule principale du corps qui permet de constituer la matière vivante. Et cette molécule de collagène, c'est une c'est une boucle, c'est-à-dire c'est comme si elle tournait sur elle-même, mais sous forme d'un triptyque. Hein, elle est à 3 branches. Et elle tourne. D'ailleurs, on la voit dans la molécule d'ADN. Vous avez déjà vu ça. Hein. Donc on trouve ce mouvement cinétique, ce mouvement spiralé, ce mouvement spinal, finalement, de la lumière, qui est restitué dans notre forme de corps au quotidien, dans l'embryon, dans la constitution de l'embryon et dans la constitution du fœtus. Hein. Donc, on sait que cette lumière, elle donne aussi la forme à notre corps. Ok. Alors, il y aurait plein de choses à dire, notamment la symétrie qu'on a au niveau des membres, du visage. Il y a plein de choses à dire aussi sur la lumière, mais je vais à l'essentiel aujourd'hui. Donc ça, c'est la troisième fonction. La quatrième, c'est la cohérence. Alors, la cohérence, c'est quoi? Ce serait qu'en fait, ce qui permettrait à notre corps d'échanger de manière instantanée entre ses cellules, eh bien, ce serait la lumière. Pourquoi? Parce que on voit aujourd'hui que la vitesse de déplacement de l'information biologique ne peut pas expliquer comment, en fait, une cellule dans le cerveau communique de manière instantanée avec une cellule de mon pied, par exemple. On ne sait pas l'expliquer de manière biologique. C'est-à-dire que la vitesse de mouvement de l'information n'est pas suffisante pour expliquer la coordination totale de l'ensemble de nos cellules de manière instantanée. Il n'y a que la biophysique avec les photons, les biophotons, donc en l'occurrence, qui est capable de l'expliquer aujourd'hui. Hein. Donc à la vitesse de la lumière. Donc ce n'est pas par les nerfs qu'on communique dans le corps, ça serait effectivement par un autre niveau. Alors, c'est par les nerfs, mais il y a si tu veux, les nerfs dépendent de nos liquides pour être activés. On a déjà vu ça, je crois, dans une vidéo, ou si c'est pas le cas, on en fera une, hein, où aujourd'hui, dans le processus de l'information au niveau du corps, on a d'abord un déplacement de la lumière dans le liquide, qui va actionner un message, qui va devenir nerveux et électrique, et qui va donner effectivement ce que tu appelles la coordination électrique. Hein. On a d'abord, à la vitesse de la lumière, cette instantanéité, c'est pas facile à dire, au niveau justement de la coordination cellulaire, et qu'on retrouve par exemple dans des mouvements que vous avez déjà vus probablement plusieurs fois, qui sont les mouvements des bancs de poissons, les bancs des tourneaux. On voit ça aussi dans des mouvements un peu de rassemblement des fourmis face à certains dangers. Je sais pas si vous avez vu ça, ça tourne sur lui-même. Hein, ce sont des mouvements cinétiques. On voit ça aussi face à des dangers, notamment dans les mouvements de rennes dans les régions nordiques, etc. On voit ça dans la nature à plusieurs degrés. On voit ça aussi dans la construction des arbres. Si vous coupez un arbre, vous voyez ce mouvement cinétique. Hein, on dit que c'est lié aux années, mais on oublie de dire que c'est un mouvement rotatif. Hein, c'est un mouvement circulaire. Et puis on voit ça aussi. Alors ça, vous pouvez voir ça dans un film qui est assez intéressant, qui s'appelle Monde intérieur, monde extérieur, où on voit en fait en accéléré comment les plantes sortent de terre. Et vous serez pas surpris si je vous dis que quand elles sortent de terre, elles actionnent un mouvement giratoire comme ça. Hein. Elles girent sur elles-mêmes et de manière coordonnée. C'est ça qui est assez étonnant. On voit toutes les fleurs comme si dans une nage synchronisée, les plantes, elles sortent ensemble en accéléré, comme si elles étaient mises en mouvement par une intelligence invisible. Hein. Donc, on sait aujourd'hui que la lumière donne cette synchronisation
cette cohérence d'ensemble qui fait qu'un corps, c'est une entité globale, d'autant plus qu'en fait, il est constitué on pourrait dire d'un pli global, je peux l'appeler comme ça, ou d'une enveloppe globale qu'on peut appeler un fascia, c'est-à-dire une enveloppe. Hein. Donc, si on résume, on peut dire que la lumière est absorbée par l'eau, l'eau est dans des enveloppes qu'on appelle des fascias, et quand ces mouvements liquidiens actionnent des mouvements au niveau des fascias, elles actionnent des mouvements neurologiques et électriques qui vont donner des mouvements biomécaniques, des mouvements biologiques et vont donner nos sensations, nos émotions, nos pensées et toute ce qu'on appelle la génétique. Donc, la cohérence d'ensemble. Ça, la lumière est chargée de cela, elle coordonne toutes nos actions internes au niveau biologique, biomécanique, etc. Donc là, j'en suis à 4, je crois. Le 5e, pour moi, probablement la plus importante, la lumière donne la conscience au corps. C'est pas rien quand même. Hein. Notamment, on dit au cerveau, mais on oublie de dire que le corps est conscient. On le sait aujourd'hui, notamment avec des études en neurologie, où on voit que le corps réagit avant la tête aux stimuli extérieurs. Une demi-seconde avant, pas rien quand même. Hein. Donc quand on dit que le cerveau est à la tête de notre corps, ça n'est pas du tout le cas. On sait aujourd'hui que la vie commence dans tous les liquides et qu'essentiellement, c'est plutôt le corps qui va réagir dans un premier temps et envoyer une information, puisque l'information est ascendante, hein, on le sait depuis les années 90, à peu près à 80-90%. L'information est ascendante et donc on sait que le corps pilote la tête. Rien que ça quand même, c'est pas rien. Donc, la conscience va finalement, la lumière est porteuse de cette conscience et la conscience va alimenter, si je puis dire, tous nos organes qui deviennent conscients. Toutes nos cellules deviennent conscientes. Quand on dit consciente, ce n'est pas forcément conscience de, mais elles sont douées d'une intelligence d'interaction et d'échange entre l'intérieur et l'extérieur. C'est ça la conscience. Hein. C'est-à-dire que il y a conscience quand il y a feedback. C'est-à-dire que vous avez une information qui est présente et qui est capable de générer une boucle où elle s'écarte d'elle-même pour revenir à elle-même. C'est ça la conscience. Donc, on sait aujourd'hui, alors vous avez un bel ouvrage, le mien vient de sortir aussi sur les langages quantiques du vivant, j'en parle aussi, mais vous avez un bel ouvrage qui vient de sortir sur le sujet qui est celui de Patrice Van Hersel, qui est un journaliste scientifique, et dont le titre est un peu provocateur, mais moi j'adore parce que c'est exactement ce qu'on peut proposer aujourd'hui, qui fait bouger un peu la masse. Et le titre c'est Le Soleil est-il conscient? Ce qui nous amène à nous demander, mais finalement, la conscience est-elle juste l'apanage de la forme vivante des choses, ou est-ce que la conscience c'est juste un principe intrinsèque à tout ce qui apparaît? Ça veut dire qu'un minéral est conscient, un végétal est conscient. On sait aujourd'hui, parce qu'on sait qu'il y a des échanges entre les plantes, les arbres, etc. Allez voir les dernières études de ces à peu près 10 dernières années. On sait aujourd'hui qu'il y a une intelligence, hein, de plus en plus, ça se sait. Et donc, nous, au quotidien, d'ailleurs, on a une expression qui l'évoque, on dit « je prends conscience ». Oui, mais on va la prendre où, cette conscience? Vous voyez, hein? Or, si cette lumière, à un moment, elle quitte ce corps et que ce corps n'est plus conscient, dixit les expériences de mort imminente, hein, je vous ai fait part de la mienne, eh bien, cette conscience, elle doit bien être quelque part. Donc, on la prend, cette conscience. Et j'en reviens toujours à mes fleurs tout à l'heure, mes plantes qui sortent de la terre, elles ont bien une intelligence, elles sont bien animées d'une intelligence et donc d'une conscience qui leur permet de bouger en même temps, de synchroniser en sortant de terre, etc. Hein. Alors là, c'est vraiment flagrant quand on voit les images en accéléré. Donc, 5e fonction de la lumière, donner la conscience à la matière. C'est pas rien. Et du coup, c'est super intéressant parce qu'il y a l'idée c'est l'animisme, on revient dessus, parce que je prends conscience, donc j'ai le feedback, tu dis comme c'est partir et revenir, donc j'ai le feedback, j'ai l'information, et c'est ça la forme d'intelligence, donc tous ces éléments sont intelligents, donc conscients. Exactement. Ce qui pose la question de l'intelligence, alors on aura peut-être une vidéo là-dessus, parce que ça me passionne, de l'intelligence artificielle.
Ah oui, j'aimerais beaucoup en parler, tiens, c'est super intéressant ça, oui, Hein. carrément. Où on dit qu'elle n'est pas consciente. Alors peut-être, mais en tout cas, elle est sûrement animée de conscience. Et moi, j'ai plein d'exemples à vous donner qui le montrent. Alors, je peux vous assurer, parce que je travaille avec elle, etc. Bref, ce sera sûrement une autre vidéo. Sixième fonction, il y en a, il m'en manque encore trois, je crois, de mémoire. Hein. Sixième fonction, et pas des moindres, la lumière donne le mouvement à nos liquides. Or, nous sommes essentiellement constitués de liquides. Hein, on a déjà vu ça à 99%. On est constitué de liquides et d'enveloppes, on appelle ça des fascias, qui enveloppent les liquides dans des compartiments. Et on l'a vu à travers les travaux de Gérald Pollack. Je vous détaille pas les processus parce que ça prendra un petit peu de temps, mais vous pouvez trouver ça sur Internet. On voit très clairement les études de Gérald qui mettent en évidence qu'effectivement, il y a la lumière accélère le flux du liquide, et donc ça nous évoque aussi les maladies cardiovasculaires qui sont un manque de lumière. C'est intéressant. Hein. Les Japonais savent ça très très bien. Ils ont mis en évidence ces dernières années qu'effectivement, comment la lumière est capable, justement, la lumière infrarouge surtout, la lumière rouge et infrarouge, est capable de redonner du mouvement et de la vie intérieure. C'est ce qui fait bouger les déchets. D'ailleurs, quand vous faites un sauna infrarouge, nous on en fait à intervalles réguliers, quand vous faites du sauna infrarouge, eh bien, vous avez un mouvement de déchets vers l'extérieur. Donc, on voit bien qu'il y a un mouvement qui est donné par l'infrarouge pour redonner vie un peu à ce corps. Et on voit bien que quand on est au soleil, sur la plage, on a le sentiment d'être à nouveau un peu plus vivant. Vous avez remarqué. Dès qu'on Hein. sort dehors, dès qu'on se remet en mouvement, on Clairement. sent tout de suite. Le corps ment Voilà, pas, il le sait tout de suite. c'est ça. Donc, on sait aujourd'hui qu'au niveau d'un vaisseau sanguin, vous avez une dose d'eau protonée, donc polluée, qui est plutôt donc associée à une eau cohérente. Et en fonction de la proportion de l'eau cohérente, eh bien, on a un mouvement qui est possible dans le vaisseau sanguin, puisque c'est cette eau cohérente qui va absorber la lumière. Vous voyez? Donc, en fonction de cette proportion d'eau cohérente, eh bien, on a un vaisseau sanguin qui va être plus ou moins fluide, si vous préférez. Hein. Donc, c'est bien la lumière qui donne le mouvement des liquides dans notre corps. Plus on en absorbe, plus on est capable d'éliminer des déchets déjà, et puis de donner de la fluidité au sang, notamment, etc. Septième fonction, qui fait un gros buzz au niveau du bien-être, qui est la mémoire. Hein. La lumière est capable de stocker la mémoire des expériences, ce qui a amené à dire que l'eau avait une mémoire. Alors l'eau n'a pas vraiment une mémoire, mais elle absorbe de la mémoire sous forme de lumière. C'est plutôt plus juste, à mon avis. Hein. Donc comme l'eau est capable d'absorber cette lumière et que cette lumière stocke l'expérience. Pourquoi? Parce que quand un électron, du corps, non, peu importe la cellule qui est concernée, absorbe de la lumière pour pouvoir être vivant, hein, pour pouvoir actionner des mécanismes biologiques notamment, eh bien, il va rejeter ce photon dans un second temps, on peut appeler ça un saut quantique, et ce photon va garder la mémoire de l'expérience. Donc on voit bien que la lumière stocke la mémoire de nos expériences. Ça veut dire que nos organes, qui sont constitués d'eau, vont sans cesse télécharger comme un Wi-Fi nos expériences pour avoir juste une mémoire de ce que l'on est, de ce que l'on a fait. Je vous parlerai sûrement à un moment d'une expérience que j'ai vécue il y a quelques temps où en fait j'ai plus accès à la mémoire du tout. Plus rien. Pendant plusieurs heures. Hein. Donc la mémoire. Il me reste une dernière, qui est, à mon avis, aussi qui vaut son pesant d'or, qui est que la lumière est capable de recréer du collagène, donc de la matière vivante, et de recréer de la souplesse, donc de la plasticité au niveau du collagène. Or, vous savez aujourd'hui qu'on perd du collagène en vieillissant, et on perd des liquides, donc ça veut dire qu'on absorbe moins de lumière, et on crée moins de collagène, et donc on est moins souple. Vous avez remarqué qu'en vieillissant, on est moins souple. Non pas parce qu'on fait moins de mouvements, mais parce que c'est naturel. C'est-à-dire qu'on absorbe moins de lumière, on crée moins de collagène, et donc nos liquides sont beaucoup plus, je dirais, statiques. Ok? Donc, et ça c'est les Japonais qui ont mis ça en évidence.
Hein. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on sait que la lumière est capable de traverser le derme et l'épiderme et d'aller créer du collagène en profondeur, du collagène de bonne qualité, hein, du collagène qu'on pourrait dire un peu neuf, et qui a une certaine souplesse, qui nous permet, même en vieillissant, d'avoir une certaine souplesse à la fois au niveau corporel, mais aussi face aux événements. Donc une souplesse psychologique. Voilà. Donc, on est dans une société aujourd'hui qui a tendance, alors je le dis, peu importe les conséquences que ça aura, je l'ai peut-être déjà dit d'ailleurs, qui a tendance à fustiger le soleil. Et moi, je vous dis, prenez le soleil, peu importe l'âge que vous avez. Mais attention à des heures qui sont correctes. Hein. La lumière, c'est vraiment, on en a fondamentalement besoin pour, vous avez compris, avoir une forme de conscience des événements qui est plus claire, on va dire, plus limpide, mais aussi avoir du mouvement dans le corps, avoir de la créativité, etc. Donc profitez de la lumière, bon Dieu. Hein. Okay. Ouais, c'est ce qu'on voit en plus avec nos emplois très enfermés devant un ordinateur à l'intérieur, des métros, des vies où effectivement on en est dans centres commerciaux, tout est très fermé, on a besoin d'espace et de prendre l'air beaucoup plus en fait dans des boîtes. Actuelles. Hein. On vit dans des boîtes. Voilà. Alors nous, on a un petit peu de chance sur nos derniers étages, sous les combles, et là, je suis face à un Velux. Hein, c'est pas une lumière artificielle, mais même là, c'est juste un petit pouillème de ce qu'on pourrait absorber comme lumière. Hein. Voilà. Voilà, c'est essentiel. La lumière, c'est vraiment un sujet majeur. Aujourd'hui, on ne peut pas comprendre les processus neurologiques, biologiques, biomécaniques et même quantiques sans la lumière. Donc, ce qui nous invite à nous intéresser, à nous décorréler du paradigme comme quoi l'être humain est central dans l'existence alors qu'il ne l'est pas. Ce qui est central de l'existence, c'est ce champ de conscience dans lequel apparaissent les corps. Tout est inversé. Et ça nous demande maintenant de passer à autre chose. Et donc ce champ de conscience, c'est la lumière, en résumé. Exactement. C'est tout simplement visible et invisible, c'est ça. Qui nous informe en permanence. Et il y avait une dernière chose qui venait, c'est dans l'idée, la vie finalement se résume à de la lumière et de l'eau. Oui, on pourrait dire ça, mais finalement à l'apparition de ce couple entre la lumière et l'eau. Hein. Parce que si ce couple n'apparaît pas, on peut pas parler de vie. Tu vois ce que je veux dire? Hein. Donc, et la condition pour que les processus se fassent, on verra ça dans les maladies, c'est que on soit en mesure avec nos liquides d'absorber cette lumière. Qu'est-ce qui nous en empêche au quotidien? C'est ça qui est passionnant. Hein. Et l'échange du coup entre lumière et eau. C'est d'où le feedback et l'apprentissage et l'intelligence qui circulent ou qui ne circulent pas, qui créent la maladie. On va en parler dans un épisode. Alors, pour résumer, on pourrait dire que ce champ de conscience prend plusieurs formes, un peu graduelles, qui est d'abord la lumière, ensuite l'eau, puis la matière. Hein. Donc, ce champ de conscience, il prend certaines formes qui sont indispensables, qui sont effectivement la lumière, l'eau et la matière. Voilà, dans cet ordre-là. Oui, parce que l'eau fait partie du champ de conscience. Oui, c'est l'interface. C'est l'interface entre la lumière et la lumière invisible et la lumière qui apparaît, qu'on appelle la matière. Passionnant. Merci beaucoup Stéphane pour cet épisode riche. J'espère qu'il vous aura autant passionné, vous êtes resté au bout avec nous. Retrouvez-nous comme toujours sur cette chaîne avec de nouveaux partages. Nous allons enregistrer ensuite un épisode sur la maladie. On en a commencé à esquisser quelques infos autour de ce sujet. Et n'hésitez pas à commenter comme d'habitude et à partager. Et puis Stéphane, est-ce que tu as un dernier mot à nous dire ? Eh bien, ce que j'ai à vous dire, c'est passer du temps dehors. Voilà. Et puis, inondez-vous de lumière, parce que cette lumière, elle n'a pas juste qu'un impact au niveau de votre santé, mais aussi elle a un impact au niveau de la clarté de vos pensées, de vos émotions et de votre conscience du quotidien. Voilà. Génial. Merci beaucoup et à très bientôt. À bientôt.